Salut les gens, bienvenue à vous sur la boîte à outils photo de Champix. Voici la deuxième partie de la vidéo dédiée au marché de l'occasion. La première partie étant comment aborder, comment comprendre le marché de l'occasion. Dans cette deuxième partie, nous allons aborder comment pratiquer le marché de l'occasion, comment faire pour conclure une vente d'occasion ou un achat d'occasion et que doit-on faire, que ne doit-on pas faire. Après le générique, je vous explique tout ça de mon point de vue. Dans cette vidéo, toute la première partie était dédiée à vous expliquer le fonctionnement et le principe du marché de l'occasion. Je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas visionné, à aller la visionner parce que vous avez plein de clés qui vous permettront de comprendre et de mieux appréhender le marché de l'occasion et qui vous permettront un petit peu de mieux saisir et de mieux voir là où je veux venir dans cette vidéo. Nous allons scinder cette vidéo en deux parties. La partie purement vente de particulier à particulier et la partie vente de professionnel à particulier ou de particulier à professionnel, peu importe. Vous avez compris dans la première partie de cette vidéo que le marché de l'occasion est un marché qui est très prometteur, qui vous permettra d'effectuer quelques économies, d'investir dans du matériel de meilleure qualité à moindre coût. Tout cela est expliqué en long, en large et en travers dans la première partie de la vidéo, encore une fois. Passons, si vous le voulez bien maintenant, à la partie vente de particulier à particulier. Dans un premier temps, lorsque vous avez sélectionné l'objet de votre convoitise sur un site de vente par correspondance, que ce soit Le Bon Coin, Camara Occasion ou autre, vous allez vous renseigner sur tout un tas de choses. Alors pour mieux appréhender cette vidéo, nous allons partir du principe que nous allons acheter un objectif d'occasion, que ce soit sur Le Bon Coin ou sur Camara Occasion. Pour ce faire, dans un premier temps, comme toute bonne chose, vous allez contacter le vendeur pour avoir quelques informations par rapport à l'objectif. C'est-à-dire que vous allez essayer de vous renseigner un petit peu du numéro de série, de voir si l'objectif est fonctionnel, de vous renseigner si le prix est ferme, de voir un petit peu aussi l'historique de cet objectif, que ce soit, encore une fois, là, dans notre exemple, pour un objectif ou pour un appareil photo, c'est exactement la même démarche. Enfin, c'est comme cela que moi, j'établissais le contact avec le vendeur. Une fois que vous avez fait tout ceci, si vous avez réussi à avoir le numéro de série, impeccable, là, vous allez pouvoir aller sur ce site internet qui va vous permettre de vous renseigner sur l'historique de cet appareil. Grâce au numéro de série, vous allez pouvoir savoir si cet objectif est volé, si il lui est arrivé quelque chose de pas très judicieux. Auquel cas, si vous voyez qu'il y a quelque chose de louche par rapport au numéro de série, passez votre chemin, cherchez autre chose. Même si le tarif est très alléchant, même si vous voyez que potentiellement vous allez faire une superbe affaire, si vous avez un doute ou si le site internet vous révèle un souci avec le numéro de série, n'investissez pas, passez votre chemin, c'est des sources à ennui et ce sera vous le principal responsable parce que vous serez considéré comme receleur de matériel volé. J'attire encore une fois dans cette vidéo votre attention sur ce fait. La justice ne plaisante pas avec cela. Si vous achetez un objectif sciemment alors qu'il a été volé ou qu'il a été acquis de manière malhonnête, ce sera vous le responsable. Il n'y aura pas d'autre responsable que vous-même. Une fois que vous êtes rassuré sur le numéro de série, vous pouvez toujours aller vous assurer de la cote, rafraîchir un petit peu votre mémoire par rapport à la cote Argus de l'objectif en question, vérifier que le prix de vente est potentiellement cohérent avec la cote du marché de l'occasion, et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir vous orienter vers un nouveau contact avec le vendeur pour convenir d'un rendez-vous, pour aller voir le matériel sur le terrain, toucher le matériel, tester le matériel et s'assurer qu'il est en parfait état. Alors, quand je dis en parfait état, je pèse mes mots parce que c'est du matériel d'occasion, attention. Il ne sera pas avec la boîte sous blister, c'est pas un matériel neuf. Une fois que vous avez décidé d'un rendez-vous avec votre vendeur, donc vous allez vous présenter à ce rendez-vous, vous allez avoir affaire à une personne que vous ne connaissez pas. Alors, attention, allez-y avec des pincettes. Ce n'est pas la peine de foncer tête baissée en lui disant bon allez, passe-moi le matériel que je regarde, je te l'achète pas, on verra ça après. Non, établissez un contact. Établissez une relation de, alors j'irais jusqu'à dire une relation de confiance entre tous les deux. Apprenez à connaître votre vendeur.
essayer d'établir un dialogue constructif de manière à connaître un petit peu son passif, son historique photographique, de voir un petit peu sa démarche photographique, de voir son niveau photographique. Tout cela dans le but de mieux appréhender l'objectif que vous allez acheter. Alors je parle d'objectif parce que je vous rappelle que j'ai pris cet exemple. Grâce à toutes ces questions et à ce rapport de confiance que vous allez établir entre vous et le vendeur, vous allez pouvoir vous faire une idée de comment a été manipulé, comment a été traité, comment a été entretenu le matériel. Ce n'est pas parce qu'il est dans un état à peu près correct ou proche de la perfection que le matériel n'est pas tombé, qu'il n'a pas pris de beugnes, qu'il n'est pas abîmé et qu'il n'est pas fonctionnel. Méfiez-vous de tout ceci. C'est pas parce que l'objectif semble nickel au premier abord qu'il est vraiment nickel. Donc une fois que vous avez établi la relation de confiance, comme je disais, avec votre revendeur, une fois que vous avez un petit peu compris sa démarche photographique et son historique photographique, abordez le sujet de l'objectif en question. Apprenez à connaître l'historique de l'objectif. C'est-à-dire que posez-lui des questions. Pourquoi il s'en sépare? Qu'est-ce qui ne lui convient pas dans l'objectif? Si vous voulez, continuez à gratter un petit peu le vernis qu'il peut y avoir dans cette relation entre vous et le vendeur, de manière à écailler ce vernis et aller gratter un petit peu plus loin pour chercher gentiment, discrètement, sereinement, un petit peu le pourquoi du comment. Une fois que cette relation un petit peu a été, je dirais, jusqu'au bout de la démarche d'échange verbal, courtois, aimable et agréable entre tous les deux, que la relation de confiance est un petit peu installée, que vous vous êtes apaisés chacun de votre côté, que vous êtes un petit peu apprivoisés, nous allons dire, à partir de ce moment, vous pourrez commencer à demander à voir l'objectif, à moins que le vendeur vous ait dans un premier temps déjà sorti l'objectif à votre arrivée et qui vous l'ait tendu. Alors moi je dirais que dans ce cadre-là, attention, méfiance, parce que quelqu'un qui vous tend l'objectif alors qu'il ne vous connaît pas, qu'il ne sait pas qui vous êtes et qu'il ne sait pas un petit peu votre démarche photographique et votre historique photographique à vous aussi, là je dirais que attention, la personne est pressée et qu'elle est pressée de vendre l'objectif, mais là je dirais que ça va, personnellement, ça va doublement attirer mon attention, parce que si la personne est pressée, il y a quelque chose qui va peut-être faire que c'est pas net. Lorsque l'on vend un matériel, notamment d'occasion, et d'autant plus de nos jours, prenez votre temps, soyez posé. Encore une fois, établissez une relation de confiance. Si le mec arrive, enfin, si vous arrivez auprès de votre vendeur, avec le gars, il vous tend l'objectif, et il vous dit, bon, ben voilà, c'est temps, est-ce que vous le voulez, est-ce que vous le voulez pas? Oula, attends. Doucement mon gars, on va pas mettre la charrue avant les bœufs, on va se poser, on va réfléchir. Ça c'est voilà, c'est des situations qui doivent un petit peu vous alerter. Prenez votre temps, soyez serein, soyez posé. Vous achetez un objectif d'une valeur plus ou moins importante. C'est pas une baguette de pain. Vous n'allez pas acheter les petits gâteaux pour le café de l'après-midi. Si vous investissez plusieurs centaines d'euros, plusieurs milliers d'euros dans un objectif, posez-vous, vous n'êtes pas à 5 minutes quand même. C'est votre argent, réfléchissez. Une fois que toutes ces barrières sont tombées, que la relation est là, que vous avez vraiment acquis un échange, encore une fois courtois et agréable et posé avec votre revendeur, oui, vous pouvez commencer à appréhender l'objectif et à l'avoir entre les mains pour vérifier son état. Personnellement, une chose que je faisais quand j'étais dans cette situation, si vous voulez, je regardais un petit peu l'objectif lorsque je l'avais dans les mains et discrètement, tout en continuant de discuter avec mon revendeur, je tournais les bagues, savoir si les bagues avaient une fluidité correcte. Je touchais les boutons, savoir si les boutons avaient une réponse correcte. Je touchais un petit peu les switches, savoir si les switches s'engageaient bien et s'ils revenaient bien en bonne position. Je m'assurais un petit peu de tout cet état de fonctionnement manuel et tactile, tout en continuant à discuter avec mon revendeur. C'est-à-dire que je faisais cette chose-là, mais de manière très discrète. Je ne mettais pas la pression au vendeur et moi de mon côté je faisais une pré-analyse de l'objectif et tout en ayant l'objectif entre les mains, en le manipulant discrètement, en m'assurant du fonctionnement mécanique de certaines pièces mécaniques, déjà je me faisais une première idée de l'état général de l'objectif. Alors une fois que vous avez fait cela, passez à l'auscultation complète et détaillée de l'objectif. C'est-à-dire que je vais vous mettre
en visuel, encore une fois, comme d'habitude, pour agrémenter mes propos et imager mes propos, des vignettes et des photos de ce qu'il faut regarder et de l'état qu'il faut voir. La première chose qu'il faut regarder, que ce soit pour un objectif ou que ce soit pour un appareil photo, c'est l'aspect cosmétique. Regardez le corps. Est-ce qu'il présente des impacts? Est-ce qu'il présente des traces d'impact? Est-ce qu'il présente des bosses? Est-ce qu'il y a des fissures? Est-ce qu'il y a des rayures? Toutes ces choses qui sont, je dirais, très importantes, qui vous donnent l'état général interne de l'objet que vous allez acquérir. S'il y a des traces d'impact, attention, parce que cela veut dire chute ou coup contre des choses assez dures. Et auquel cas, l'intérieur peut être légèrement déplacé. L'autofocus peut avoir du mal dans certaines positions. L'aspect cosmétique du matériel que vous allez acheter est très très important. Lorsque donc vous allez acheter un objectif, regardez de nouveau cette fois, mais visuellement, les boutons, les bagues. Est-ce qu'elles tournent bien de manière fluide? Est-ce qu'il n'y a pas de cran de résistance? Regardez les boutons. Est-ce que les boutons, lorsque vous appuyez sur les boutons des objectifs, est-ce qu'ils reviennent bien en bonne position? Est-ce que vous sentez bien un petit peu le petit clic du bouton? Est-ce que les switches, lorsque vous les manipulez de droite et de gauche, est-ce qu'ils passent bien? Est-ce qu'il n'y a pas de cran dur? Est-ce que tous les crans des switches passent? C'est très important, cela va vous déterminer l'état général, encore une fois, de l'objectif que vous allez acheter. Pour un boîtier, manipulez tous les boutons, toutes les molettes. Regardez s'il n'y a pas de cran de dureté à un moment ou à un autre. La molette d'ouverture, faites-lui faire plusieurs tours. Ça ne mange pas de pain, de toute manière, vous êtes là pour ça. La molette pour l'obturation, pareil, faites-lui faire plusieurs tours, à droite, à gauche, regardez un petit peu le nombre de crans s'il n'y a pas de souci. Pour les boutons, c'est pareil, appuyez dessus, regardez comment ils se comportent. Pour les trappes, attention, très très important les trappes, regardez si elles se verrouillent bien, si elles s'ouvrent bien, si les petits ergots qui font les charnières ne sont pas cassés, parce que c'est des points d'étanchéité qui vont être très importants à aborder. Si les trappes fonctionnent bien, si elles se ferment bien, si elles s'ouvrent bien, s'il n'y a pas de corps étranger à l'intérieur des orifices, des ports, que ce soit les ports mini USB, HDMI, prise micro, qui vous empêcheraient un bon fonctionnement de ce système à ce moment-là. Pour les cartes mémoire, attention les cartes mémoire, regardez bien, pareil la trappe, est-ce qu'elle ferme bien, est-ce qu'elle s'ouvre bien, est-ce qu'elle se manipule bien, est-ce que les cartes glissent bien, coulissent bien, se verrouillent bien. Regardez tous ces points qui sont très importants et qui vont impacter le bon fonctionnement de l'appareil photo. Ensuite, pour un appareil photo, chose qui est très important, évidemment, c'est le compartiment batterie. Assurez-vous, encore une fois, que le compartiment batterie, et notamment la trappe, s'ouvre bien, se ferme bien. Est-ce qu'elle s'enclipse bien? Parce que si elle ne s'enclipse pas bien, il y aura des soucis d'étanchéité à ce niveau-là aussi. Regardez s'il n'y a pas de traces à l'intérieur d'oxydation. Parce que s'il y a des traces d'oxydation, ça veut dire que le boîtier a été à un moment donné de son existence en contact avec de l'humidité et qu'il a mal été séché. Donc cela doit vous attirer l'attention s'il y a des traces de corrosion à l'intérieur du compartiment batterie. Et je dirais que s'il y a des traces de corrosion à l'intérieur du compartiment batterie, en ce qui me concerne, c'est rédhibitoire. Si vous avez des doutes par rapport à la qualité du matériel que vous allez acheter, encore une fois, n'achetez pas. Je m'explique un petit peu si vous voulez, parce que s'il y a des traces de corrosion à l'intérieur du compartiment batterie, qu'est-ce qui vous indique qu'il n'y a pas des traces de corrosion à l'intérieur sur les cartes électroniques du boîtier? Vous voyez? Et c'est tout un cheminement qu'il faut avoir, tout un petit cheminement logique qu'il faut avoir. Parce que s'il y a des traces de corrosion à l'intérieur du compartiment batterie, il y a peut-être des traces de corrosion à l'intérieur du boîtier sur les cartes électroniques. Ce qui veut dire que, à un moment donné, les composants électroniques vont flancher. S'il y a des traces de corrosion, peut-être que l'obturateur mécanique de l'appareil photo, lui aussi, comporte des traces de corrosion. Et auquel cas, il va avoir peut-être, à arriver à un certain moment, du mal à fonctionner, voire ne plus fonctionner du tout. Si vous investissez 2000 € dans un appareil photo d'occasion, ça vaut peut-être le coup d'y réfléchir et d'y regarder vraiment à deux fois. Dernier point à regarder par rapport à ce compartiment batterie, c'est la batterie en elle-même. Alors, pourquoi je parle de la batterie en dernière? Parce que si elle comporte des traces, nous allons dire, de fonctionnement anormal, léger gonflement, les soudures plastiques qui font le capot et l'étanchéité du corps de la batterie à l'extérieur sont un petit peu abîmés,
ouais, bon, c'est pas grave. À la limite, prenez la batterie, testez l'appareil photo avec cette batterie. Si elle a assez de jus pour pouvoir vous permettre de faire des tests de l'appareil photo, ne vous en privez pas. Par contre, une fois que vous avez acheté votre matériel, s'il vous convient et que vous êtes rentré à la maison, bah, la batterie c'est recyclage et vous en commandez une neuve. Faut pas se prendre la tête avec une batterie, parce que si la batterie subit un dommage à l'intérieur, qu'elle gonfle et qu'elle éclate à l'intérieur de l'appareil photo, vous n'allez jamais pouvoir la sortir et l'appareil photo sera détruit. Attention à cela. Ne jouez pas avec vos batteries, que ce soit pour vous ou pour la revente. Si vous revendez un appareil photo avec une batterie abîmée ou endommagée, signalez-le bien. Et à la limite, dites à votre vendeur que vous fournissez la batterie pour tester l'appareil photo, mais que la batterie ne figure pas dans le prix de revente ou le prix d'achat de l'appareil photo. Attention à ça, faites bien attention. Vous remarquerez que je ne vous ai pas parlé d'un élément essentiel de l'appareil photo, qui est le capteur. Je vous en parle en dernier parce que vous savez que le capteur est un élément qui est le cœur même de l'appareil photo. Donc, en ce sens, il faut qu'il soit exposé à la lumière le moins longtemps possible et aux éléments le moins longtemps possible. Donc, lorsque vous êtes satisfait de l'état général cosmétique de l'appareil photo, que votre décision est quasiment actée, prenez 30 secondes pour regarder l'état du capteur. Regardez s'il n'est pas rayé, s'il n'est pas déplacé, si son principe de fonctionnement, de stabilisation sur 5 axes fonctionne, tout simplement en allumant l'appareil photo et en bougeant légèrement le boîtier, en lui donnant des petites vibrations, vous allez bien voir si le capteur réagit ou pas. Regardez l'état d'entretien du capteur, s'il y a présence de poussière ou non, et surtout s'il y a, encore une fois, l'absence de rayures et l'absence de taches sur le capteur. Parce que s'il y a des taches, les photos prises avec, elles seront inexploitables. Et s'il y a des rayures, c'est pareil, ça sera inexploitable aussi. Une fois que vous êtes assuré du bon fonctionnement du capteur, vérifiez le bon fonctionnement du rideau mécanique, vous rebouchez et nous n'en parlons plus. Inutile d'exposer le capteur à diverses manipulations, parce que si vous flinguez le capteur de ce brave monsieur ou de cette brave dame qui est venue vous revendre son matériel d'occasion, je pense que là, il va y avoir mal donne. Vous allez être obligé de repartir avec un appareil photo que vous n'avez pas forcément envie d'acheter. Mais tant pis pour vous, c'est votre responsabilité qui est engagée. Donc attention en cela aux manipulations. Dernier point à regarder, puisque nous sommes à l'intérieur du capteur, c'est les plots de contact par rapport au connectique des objectifs. Regardez s'ils sont tous présents, s'ils sont tous bien en bon état, et potentiellement si là aussi il n'y a pas de traces d'oxydation. C'est très important parce que si il y a un plot qui n'est pas correctement entretenu ou qui présente des traces d'oxydation, peut-être que l'objectif que vous allez brancher dessus ne fonctionnera pas correctement complètement. C'est toute une logique qu'il faut avoir et il faut bien réfléchir, il faut bien manipuler, il faut être responsable de ce que l'on fait et de ses décisions. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions tout en continuant à manipuler l'appareil photo ou l'objectif que vous allez acheter, c'est très important, il en va de votre pratique photographique ultérieure. Alors j'en termine avec les appareils photo parce que la dernière étape de vérification de l'état général de l'appareil photo, ça va être de s'assurer du nombre de clics et de l'état général de santé du capteur. Alors pour ce faire, il n'y a pas 50 solutions, il va falloir brancher l'appareil photo, que ce soit via le Wi-Fi avec un smartphone ou directement, et ce qui est le plus logique et ce qui est le plus pratique, avec un ordinateur portable sur Shuntercount. Vous savez, l'application dont je vous ai parlé dans la première partie. Et là, lorsque je vous disais d'acheter la version complète de Shuntercount, c'est parce que vous allez avoir une mine d'informations qui va être non négligeable. Déjà, dans un premier temps, vous allez pouvoir vérifier le numéro de série. Est-ce qu'il correspond bien avec le numéro de série dont on vous a donné dans les premiers échanges, que ce soit par mail ou par SMS ou même par téléphone, à la prise de contact. Si le numéro de série correspond avec les dires que l'on vous a donnés, tant mieux, impeccable. S'il ne correspond pas, hop, on arrête tout, merci, au revoir, bonne journée. Ensuite, vous allez pouvoir vérifier, alors pour certaines marques d'appareils photo, le nombre de clics de l'appareil photo et l'état de vidéo que le capteur a capturé. Grâce à Shuntercount, vous allez pouvoir vous assurer de l'état de santé de votre capteur, c'est-à-dire le nombre de clics que celui-ci a réalisé
et la durée de vidéo qu'il aura captée. Parce que, encore une fois, le nombre de clics va vous donner la cote finale que vaudra l'appareil photo en fonction de la cote Argus prédéfinie ultérieurement. Revenons-en, si vous le voulez bien, maintenant aux objectifs. Que faut-il regarder dans les objectifs? Eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsque vous le manipuliez discrètement, vous regardez là maintenant physiquement l'état cosmétique du corps de l'objectif. Est-ce qu'il présente des traces à impact? Encore une fois, est-ce qu'il présente des rayures? Est-ce qu'il présente des fissures? Est-ce que les bagues sont en bonne position? Est-ce que les boutons sont en bonne position? Est-ce qu'il n'en manque pas? Est-ce que les switches sont eux aussi en bonne position? Est-ce qu'il n'en manque pas? Etc., etc. Regardez l'état général de l'objectif. Une fois que l'état général et cosmétique de l'objectif a été regardé et nous sommes rassurés par rapport à son état, nous allons passer maintenant à l'objectif en lui-même. Pour ce faire, eh bien, vous allez enlever les deux bouchons de protection des deux extrémités. Lentille frontale, regardez si la lentille frontale n'est pas abîmée. Est-ce qu'elle ne présente pas de rayures? Est-ce qu'elle ne présente pas non plus de traces d'impact? Chose intéressante, demandez à votre vendeur si l'objectif a tout le temps été muni d'un filtre UV. Ou est-ce que le filtre UV est toujours présent? C'est un signe qui va être très important parce que si le vendeur a disposé d'un filtre UV en permanence, alors il peut très bien vous dire oui et puis ne jamais l'avoir fait. C'est la relation de confiance que vous avez élaborée en début de session qui va impacter sa réponse ou non. S'il a disposé d'un filtre UV ou si le filtre UV est toujours disposé en lentille frontale, c'est un gage de qualité et c'est un gage de bon usage de l'objectif parce que la lentille UV va avoir protégé la lentille frontale. Ensuite, regardez la lentille arrière de l'objectif. Est-ce que la lentille arrière, pareil, présente des traces de doigts, présente des traces de rayures, des poussières, des corps étrangers, etc., etc. Regardez aussi l'état des petits plots qui sont à l'arrière, qui vont vous permettre de transmettre les informations entre le boîtier et l'objectif, afin de s'assurer du bon fonctionnement de l'autofocus, de l'iris, et regardez si l'usure n'est pas trop prononcée, si tous les plots sont bien présents, si tous les plots sont bien toujours d'un aspect métallique homogène, s'il n'y a pas de traces d'usure prématurée, auquel cas, attention, méfiez-vous, si un des plots présente une trace d'usure un peu trop importante par rapport aux autres, cela peut engager sur son bon fonctionnement. Dernier point crucial et très important par rapport aux objectifs, regardez à travers la lentille arrière s'il n'y a pas la présence de champignons. S'il y a présence de champignons à l'intérieur de l'objectif, là, moi, en ce qui me concerne, c'est rédhibitoire, je clôt la vente, je ne vais pas plus loin. Alors, certains me diront, oui, mais tu peux l'envoyer au SAV. Non, c'est pas mon job. Moi, mon job, c'est d'acheter quelque chose qui tient la route. Si le revendeur n'a pas pris l'initiative et la responsabilité d'envoyer son objectif au nettoyage avant la revente, voilà, et à un moment donné, il faut être cohérent dans sa pratique photographique. Si on manque de respect par rapport à l'acheteur, non, je ne vais pas plus loin. Voilà grosso modo la démarche qu'il faut faire pour s'assurer de l'état cosmétique et de l'état un petit peu fonctionnel de l'objectif ou de l'appareil photo. Ensuite, je dirais que c'est la partie administrative qui va vous incomber à tous les deux, puisque si l'appareil photo fonctionne correctement, si vous en êtes satisfait, si l'objectif fonctionne correctement et que vous en êtes satisfait, eh bien vous allez passer à la partie transaction et administratif. Je dirais que pour un boîtier, si l'état général correspond, si la cote Argus est à peu près respectée, il n'y a pas trop de raison de négocier le tarif, hormis si la batterie est un petit peu abîmée, hormis s'il présente des traces d'usure prématurée, hormis s'il présente des petites rayures, des petits défauts cosmétiques. Bon, là c'est à vous de voir, gérer votre truc comme bon vous semble. Mais attention, n'allez pas trop tirer sur la corde, parce que si vous allez trop négocier le prix, votre vendeur il va vous dire merci mon gars, au revoir, t'es pas tout seul sur le marché. Donc attention à cela. Pour un objectif, je dirais qu'il a un moindre impact, puisque si vous êtes assuré encore une fois là aussi de son bon fonctionnement, de son état cosmétique, que la cote Argus est respectée, voilà, vous pouvez peut-être essayer de négocier un petit quelque chose, mais n'allez pas chercher pareil midi à 14h, restez simple. Une fois que vous êtes tombé d'accord sur le prix, vous allez là engager les démarches administratives. Et vous allez remplir tous les deux ce que l'on appelle un bon de cession ou un bon de vente. Vous allez remplir ce bon à deux. Il faut que les deux parties remplissent ce bon. Alors, il y a une partie plus importante au revendeur qu'à l'acheteur, mais n'empêche que dans ce bon, il faut que vous soyez tous les deux à le remplir et que vous soyez d'accord sur ce que vous allez mettre sur ce bon.
Une fois que vous avez rempli ce bon de cession, que vous avez signé chacun les deux parties, eh bien il y a tout le côté facture. Et là, attention, je dirais parce que si votre revendeur vous a amené toutes les factures, que vous avez tous les justificatifs, que ce soit d'entretien, d'achat, que sais-je, si vous avez vraiment toutes les factures et que vous voyez que l'objectif ou l'appareil photo est vraiment bien entretenu, qu'il a été vraiment bien soigné, c'est du plus. J'en reviens sur ce que je disais dans la première partie de cette vidéo. Si la boîte est correcte, si le mode d'emploi est présent, s'il ne manque aucun accessoire, s'il y a bien tout ce qu'il faut sur la boîte, que l'objectif ou l'appareil photo est en bon état, c'est d'autant plus d'euros gagnés pour votre vendeur. Et pour vous, c'est un gage de qualité. Si le prix est justifié par la présence des notices, par la présence d'une boîte en excellent état, par rapport à tous les accessoires fournis au moment de l'acquisition initiale, ne négociez pas trop le prix. Il est justifié potentiellement. C'est pareil, le conseil que je pourrais vous donner quant à l'administration, posez-vous, prenez votre temps, faites ça tranquillement à deux, vérifiez bien que vous avez tout bien rempli sur le bon de cession, que vous n'avez rien oublié par rapport aux commentaires que vous pourriez faire. Là, je dirais que par rapport aux factures, que ce soit d'achat ou d'entretien, c'est en bonne entente avec votre vendeur ou avec votre acheteur. La pratique voudrait que les factures, vu qu'elles sont nominatives, restent en possession de l'ancien propriétaire. Je vous laisse libre cours à votre imagination. Personnellement, je n'ai jamais offensé un vendeur à ce niveau-là. S'il veut garder les factures originales, qu'il garde les factures originales. Par contre, il vous fournit des photocopies sur lesquelles il mentionne bien la date de cession, la personne à qui il a cédé le matériel et mettre toutes les informations utiles par rapport à la photocopie de cette facture d'achat. J'attire par contre votre attention sur les extensions de garantie. Et là, c'est très très important, écoutez-moi bien, les extensions de garantie sont nominatives. Elles appartiennent à l'ancien propriétaire. Elles ne sont pas cédables. C'est-à-dire que si vous achetez un objectif ou un appareil photo dont il reste 3 ans d'extension de garantie, si vous achetez un tel matériel d'occasion, c'est perdu. Vous ne pourrez pas bénéficier en votre nom de l'extension de garantie. L'extension de garantie appartient à monsieur Tartampion, ex-propriétaire de l'Alpha 7 R3. Si vous avez un souci sur un matériel et que ce matériel possède 3 ans d'extension de garantie, rappelez votre ancien vendeur, voyez avec lui, essayez de vous arranger, et s'il ne veut pas faire fonctionner des extensions de garantie, là je vous dirais que c'est perdu. Mais en règle générale, dans mon entourage, lorsque cela est arrivé, je n'ai jamais entendu de problème à ce niveau-là. Acheteurs et vendeurs se sont toujours plus ou moins entendus, sont toujours tombés d'accord sur le fonctionnement de l'extension de garantie. Après, encore une fois, c'est dans la relation de confiance. Cela doit faire partie des choses à négocier avant la signature du chèque. Attention à cela. Les extensions de garantie, c'est un sujet qu'il faut ne pas prendre à la légère. Si votre vendeur vous dit « il me reste 5 ans d'extension de garantie sur l'objectif que j'ai acheté il y a 6 mois parce que je m'en sers plus, parce que ceci, parce que cela », je vous la cède avec, à ce moment-là, qu'il vous fasse un papier s'engageant. Alors vous voyez, négocier avec l'ancien propriétaire. Donc là, si vous êtes tous tombés d'accord au niveau cosmétique, au niveau utilisation, au niveau fonctionnement, au niveau prix, au niveau administratif, eh bien il ne vous reste plus qu'à signer le chèque ou effectuer le virement sur le compte du vendeur. Voilà. C'est uniquement la démarche qu'il y a à faire de particulier à particulier. Mais maintenant, ma pratique photographique fait que lorsque j'ai besoin d'un matériel d'occasion, je vais voir mon revendeur camarade Nevers, je vois avec lui les dispositions du matériel d'occasion que j'ai repéré sur le site Camara Occasion, je me mets d'accord avec lui, il fait venir le matériel, je lui achète le matériel et terminé. La pratique de l'occasion par rapport à des revendeurs ayant pignon sur rue, que ce soit Camara, que ce soit Proxy Photo, c'est quand même beaucoup plus pratique. Parce que il y a beaucoup de choses que vous n'aurez pas à faire. C'est-à-dire que si vous avez repéré un matériel d'occasion sur un site dédié à ces magasins-là, eh bien écoutez, il vous suffit juste de contacter le magasin, vous allez voir le matériel en magasin, vous faites les essais rapidement en magasin et vous signez le bon d'achat rapidement en magasin. Alors pourquoi je dis rapidement? Parce que là, vous avez l'assurance que potentiellement, comme je vous l'ai dit en première vidéo, il y a une extension de garantie déjà qui est en votre nom propre. Le magasin s'engage à vous garantir le matériel au moins 6 mois pour certaines enseignes. Donc là, à ce niveau-là, vous êtes tranquille au moins 6 mois. Ensuite,
lui, il aura fait les démarches nécessaires par rapport à la remise en état du matériel. C'est-à-dire que s'il y a des traces de champignons à l'intérieur, il les aura fait nettoyer, potentiellement, faut espérer. S'il y a des boutons qui sont abîmés, il les aura fait changer, etc., etc. Alors, tout cela, évidemment, auront un impact sur le prix de revente. Vous vous imaginez bien qu'il ne va pas faire tout ça à perte. Mais vous avez l'assurance que s'il y a un problème, vous retournez le voir avec le matériel, vous lui posez sur le comptoir avec la facture d'achat et vous lui dites « Maintenant, nous faisons le marché de la garantie ». Autant de particulier à particulier, vous allez potentiellement économiser des euros ou peut-être même des centaines d'euros par rapport à l'acquisition d'un matériel. Autant après, bon, il y aura une période de flottement dans laquelle vous allez croiser les doigts pour que le matériel tombe pas en panne ou pour qu'il n'y ait pas de soucis avec. Autant si vous allez chez un commerçant, faire fonctionner, nous allons dire, le marché local, vous avez l'assurance d'une pratique qui sera derrière et d'un soutien logistique qui sera présent derrière, qui seront évidemment compris dans le prix, parce qu'encore une fois, rien n'est gratuit. Surtout, il faut en avoir conscience, et si vous achetez un matériel un peu plus cher chez un commerçant, parce que vous aurez un service qui sera présent et beaucoup plus appréciable dans le temps. Comme vous pouvez le constater, la partie revente de particulier à commerçant ou de commerçant à particulier est extrêmement rapide, parce que toute la démarche que vous auriez faite avec un particulier, de particulier à particulier, c'est le magasin qui l'aura fait lui de son côté. Donc vous êtes à ce niveau-là, vous êtes tranquille, vous allez gagner du temps. Et vous allez gagner, alors peut-être pas de l'argent, parce que, encore une fois, le delta entre le particulier à particulier et le commerce sera peut-être non négligeable, mais vous aurez l'assurance de la qualité d'un produit d'occasion. Et bien voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo, encore une fois, aura répondu à vos attentes. Laissez-moi vos commentaires, laissez-moi vos questions, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Sur ce, je vous dis, faites-vous plaisir, faites des photos, et à bientôt.